Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le transistor. Alors, le transistor est probablement l'application la plus importante des semi-conducteurs. Elle a aussi joué un grand rôle technologique. Nous allons y revenir. Alors, considérons une barre de semi-conducteur avec une zone dopée P, une zone dopée N et une zone dopée P. Donc, PNP. Un tel transistor s'appelle un transistor PNP et évidemment, il y a le contraire, le transistor NPN. Cette zone-ci est appelée l'émetteur, E. Cette zone-ci est appelée la base, B. Et celle-ci est appelée le collecteur. La raison en est que cette zone-là émet les porteurs de charge. Dans ce cas-ci, ce sont des trous pour la zone P. Et celle-ci les collecte. Nous allons revenir bien sûr sur ce mécanisme. Alors, les deux jonctions ici sont proches l'une de l'autre. Alors, ça va jouer un rôle important. Alors, nous avons donc, en fait, deux diodes, tête bêche, et donc, on doit avoir, pour le potentiel, ici, une première barrière de potentiel, et une seconde barrière de potentiel, comme dans les diodes. Branchons maintenant notre transistor à une pile, à une source d'alimentation. On va mettre l'émetteur à 0 volt, qui sera la base de notre potentiel. On peut toujours choisir le potentiel à une constante près, donc on choisit le potentiel de l'émetteur comme étant 0. La base sera à un potentiel légèrement négatif, et le collecteur a un potentiel nettement plus négatif. Le courant qui rentre ici est appelé IE, courant d'émetteur. Le courant qui sort ici est le courant de base. Et ici, le courant IC, courant du collecteur. Suite à ces potentiels, le profil de la barrière de potentiel change. Donc, normalement, il est comme ça. Mais suite à l'application de ces potentiels, ici, il baisse légèrement d'une hauteur VB, et ici, il baisse fortement d'une hauteur VC. Considérons maintenant qu'on injecte un courant IE dans l'émetteur. Dans la zone P, on va avoir, pour l'essentiel, un courant de trous, puisque les trous dominent dans la zone P. Et on a ici une diode qui est dans le bon sens, le sens passant. La base est légèrement négative, ce qui va induire un courant relativement important dans cette diode. On pourrait penser que ce courant va donc ressortir par la base. Mais c'est là que réside le secret du transistor. En fait, la zone ici est très fine. On l'a construit de manière à ce qu'elle fasse 1/1000 de centimètre ou 1/100 de millième de centimètre, voire encore moins. C'est donc une zone extrêmement fine. Normalement, les trous arrivés dans la zone dopée N devraient se recombiner avec des électrons. Mais la base étant particulièrement fine, les trous ont tendance à continuer sur leur lancée et à passer de l'autre côté. De plus, comme ils traversent une zone extrêmement fine, la probabilité qu'ils se recombinent avec un électron de cette zone-là est très faible. Et donc, l'essentiel du courant passe côté collecteur. Ici, on a une chute de potentiel importante, et donc les trous vont continuer allègrement dans le collecteur et ressortir ici pour donner un courant.
évidemment, c'est un courant métallique, il n'y a pas de trou dedans, c'est des électrons, les trous qui arrivent dans le métal se recombinent aux électrons. Et on a donc un courant essentiellement important entre l'émetteur et le collecteur et faible pour la base. Typiquement, le courant de la base est de l'ordre du pourcent. Donc si on a 100% de courant ici, on aura environ 99% du courant qui sort ici et 1% du courant qui sort dans la base. Faisons maintenant varier le potentiel de la base. Puisqu'on est dans le mode passant de la diode, on est dans la zone de croissance exponentielle, et donc une petite variation du potentiel va induire une forte variation du courant du collecteur. Et on aura toujours le même phénomène, l'essentiel passe par là, et là, on n'a qu'1% environ du courant qui ressort dans la base. Avec la même variation par rapport au potentiel. 1%, ça donne 1% de la variation donne la même variation. Donc, le transistor est donc un amplificateur. En prenant un courant IB ici, un courant de base relativement faible, de l'ordre du pourcent du courant total, en le faisant varier, on a une forte variation du courant du collecteur. Du fait que le rapport est de l'ordre du pourcent, l'amplification est typiquement de l'ordre de 100 pour ce type de transistor. Donc le transistor amplifie le signal. On a parlé des trous. Qu'en est-il des électrons? Les électrons sont surtout présents dans la zone N, dans la base. Et pour eux aussi, la diode vers l'émetteur est dans le sens passant. Et donc le courant devrait être également important. Et ici, les électrons, ils arrivent dans une zone N, donc ils ne vont pas se recombiner à quoi que ce soit. Et comme ils arrivent latéralement, ils n'ont pas tendance à continuer sur leur lancée. Donc ce courant va aller vers l'émetteur. Important. Et ça, c'est nuisible. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un courant de base faible, de façon à avoir ce facteur d'amplification. Et donc, on veut faire en sorte que ce courant électronique soit le plus faible possible. Le courant des électrons est typiquement égal à nombre d'électrons dans la base, la densité d'électrons dans la base. Alors que le courant de trou est de l'ordre de NV dans l'émetteur. Donc ce qu'on peut faire, c'est veiller à ce que NC soit très petit et NV très grand. Et donc on conçoit le transistor de manière à avoir un faible dopage dans la base, de façon à avoir peu d'électrons. Et on veille à avoir un dopage fort important dans l'émetteur, de façon à avoir un très grand nombre de trous. On ne fait rien de ce point de vue-là du collecteur. Et c'est d'ailleurs ce qui distingue l'émetteur du collecteur. Le transistor ne marche bien que dans ce sens-là. De plus, le fait de diminuer le nombre d'électrons va diminuer encore le risque de recombinaison des trous qui passent dans la base, ce qui améliore le facteur d'amplification. Et le courant des électrons, lui, n'est pas affecté par ça, donc il reste faible. Et donc voilà comment fonctionne le transistor PNP. Qu'en est-il de l'autre transistor, le NPN? Eh bien, tout ce que nous nous dit peut se répéter. C'est exactement la même chose, sauf qu'on inverse N et P. On parle principalement, le courant est surtout donné par un courant d'électrons, et non plus de trous. Donc on inverse les rôles des trous et des électrons, et on inverse bien sûr
les potentiels. Et tout le reste est identique. Exactement la même chose. Les transistors furent une grande découverte, juste un peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont l'avantage d'être petits par rapport à leur équivalent sous forme de tube, comme la triode, qui joue un rôle analogue, les anciennes télévisions, le premier gros ordinateur électronique, à savoir l'ENIAC, était constitué de tubes. L'ENIAC était un monstre qui tenait dans une salle entière, puisque les tubes c'est gros. Donc pour avoir beaucoup d'électronique dans l'ordinateur, beaucoup d'octets, de bits, il faut beaucoup de lampes. Donc c'était énorme. Et comme il y a énormément de lampes, les lampes, elles ont tendance à griller. Donc, constamment, la machine s'arrêtait, il fallait remplacer les lampes qui étaient grillées et la relancer. C'était assez lourd. Notons d'ailleurs que le terme de bug en informatique vient de là. Parce que bug, ça veut dire insecte ou cafard en anglais. Or, dans le local, ils avaient des cafards. Ceux-ci avaient la mauvaise idée d'aller se mettre sur les lampes, qui étaient brûlantes. Le cafard grillait, mais faisait éclater la lampe. Et donc, quand ça s'arrêtait, on disait « Oh, il y a un bug !» Et c'est de là que le terme est venu. Il est resté. Même s'il n'y a plus les cafards dans les ordinateurs. Donc, les transistors sont petits, beaucoup plus petits que les lampes, et en plus, ils sont beaucoup plus robustes. Ils ne grillent pas aussi facilement qu'une lampe. Et ça a provoqué un boom de l'électronique. Et donc, dans l'immédiat après-guerre, l'électronique a commencé à se développer de manière très importante. Par après, ça c'est le transistor que nous venons de décrire, c'est le transistor dit bipolaire, en référence à ces deux jonctions. Et on a conçu des transistors plus simples, les MOS. Alors, je n'entre pas trop dans le détail de leur fonctionnement, parce qu'il ne fait pas tellement intervenir la mécanique quantique. On a un barreau de semi-conducteurs de type P ou N, peu importe. Ici, on a ce qu'on appelle une grille, donc une zone particulièrement fine du barreau, et en dessous, une zone de silice, l'oxyde de silicium, qui est un très très bon isolant. Une petite plaque métallique, et la base est ici. En appliquant un potentiel ici, on module le courant qui circule dans le transistor. Et donc, on a là aussi un phénomène d'amplification. On applique un petit potentiel et ça fait fortement varier le courant. Il a des avantages. Il est simple. Il n'y a pas de jonction. Donc, il est très simple. Il est beaucoup plus robuste encore. De plus, le courant, ici, comme on a un isolant, la modulation se faisant par champ électrique, par le potentiel, et le courant de base, là, est quasiment nul. Et donc, les facteurs d'amplification peuvent être énormes. En utilisant les techniques dont nous avons parlé, qui consistent à utiliser des caches de façon à concevoir des circuits électroniques de toute petite taille, très complexes, on a pu ainsi intégrer sur des puces des milliers, des millions et même des milliards de transistors de type MOS ou leurs variantes, CMOS, VMOS, etc. On peut les assembler, on peut assembler les transistors de façon à, par exemple, fabriquer des circuits logiques. Un tel assemblage, on peut le faire avec des bipolaires, aussi avec des MOS. C'est beaucoup plus simple avec les MOS. On peut s'arranger pour avoir un montage tel que une sortie ne donne un courant que si le courant entre dans les deux entrées du circuit, organisant une opération et logique. Et d'autres montages pour les portes OU, NAND, etc. Un autre avantage aussi du MOS, c'est que c'est son fan-out élevé. Alors qu'est-ce que c'est que le fan-out? Eh bien, quand on fait des montages complexes d'électronique, un transistor ne va pas être tout seul. Sa sortie, le collecteur,
va être branché à d'autres dispositifs, par exemple d'autres transistors branchés sur leur base. Avec le transistor bipolaire, une partie du courant rentre dans la base, il y a 1% environ. Et donc, on ne peut pas brancher trop de transistors en sortie. Dire on va brancher toute une série de transistors. On ne peut pas en mettre trop, de l'ordre de 10-20, parce que sinon il y a trop de courant qui rentre de la base, et ça fait chuter le potentiel du collecteur, ça remonte ici, et le transistor ne marche plus. Donc, on est limité dans le nombre de circuits qu'on peut brancher en sortie. C'est appelé le fan-out. Et le MOS, lui, ayant un courant de base nul, ou peu s'en faut, on peut brancher des centaines et des centaines de MOS en sortie d'un MOS. Ce qui permet d'avoir des circuits d'une extrême complexité. Un seul MOS peut piloter le fonctionnement d'un millier ou de 10 000 portes logiques. Et ainsi, on a pu mettre sur des puces des mémoires de capacité absolument fabuleuse. Des gigaoctets, des téraoctets. Hein, on trouve facilement maintenant des ports USB avec une puce électronique à l'intérieur qui contient plusieurs centaines de gigaoctets. Et des processeurs effectuant des opérations complexes, numériques, logiques, etc., exécutant des programmes, et qui peuvent exécuter plusieurs milliards d'instructions par seconde. Ça a donné un second boom. Après le premier boom de l'électronique, est venu le boom de ces applications, c'est-à-dire surtout informatique et télécommunications. On peut dire que l'invention du transistor a été le moteur de l'explosion économique, technologique et scientifique de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe. Et ça a évidemment eu des applications partout. Par exemple, le séquençage des génomes n'aurait jamais pu se faire sans une électronique, une informatique adaptée. Donc le boom du génétique, il vient de là aussi. Hein, le boom de l'espace, les satellites, les sondes spatiales, toutes les découvertes que l'on fait maintenant, sans électronique, sans informatique, ça ne se ferait pas. Le LHC, ce fantastique accélérateur qui produit à chaque expérience plusieurs pétabytes de données, plusieurs pétaoctets. Donc des millions de milliards d'octets. Et il faut pour les traiter, il faut de sacrés bécanes derrière. Hein, des monstres, des ordinateurs monstrueux. Les ordinateurs énormes prédisent la météo, le climat, etc. Et donc, on peut dire que cette invention est vraiment le moteur de cette explosion extraordinaire de la deuxième moitié du XXe siècle. La première moitié, ça a été beaucoup des découvertes scientifiques fondamentales, relativité, mécanique quantique, et la deuxième moitié, l'exploitation technologique fabuleuse qui en a résulté. Et on les retrouve partout, les microprocesseurs et les mémoires. On les retrouve dans les ordinateurs, évidemment, bien entendu, mais également dans les télévisions. Il y a beaucoup d'informatique dans une télévision moderne. Elles permettent d'ailleurs généralement de se connecter à Internet. On les retrouve dans les machines à laver. Les machines à laver, maintenant, c'est plus un gros rotor mécanique, c'est de l'électronique, de l'informatique. On les retrouve dans les voitures. Les voitures sont toutes équipées d'un ordinateur de bord, même les plus petites voitures maintenant. Un ordinateur de bord, un GPS, etc. Et divers dispositifs électroniques plus ou moins sophistiqués avec un ordinateur central. Même les jouets sont bourrés d'électronique et d'informatique maintenant. Même les plus simples. À part peut-être une simple peluche. On les retrouve même dans des dispositifs tout simples comme des diffuseurs de parfums, des choses comme ça. Et on les commence à les voir dans des appareils plus banals, comme des frigos et d'autres choses. On les retrouve bien sûr dans les téléphones. Là, autant le boom informatique joue que le boom des télécommunications. Et on les retrouve dans les téléphones portables et tous leurs successeurs, comme les tablettes, etc. Et donc, cette invention a vraiment changé notre monde. Ceci a changé le monde. Notre monde. Tout ce qui est pratiquement autour de nous, tout ce qui est extraordinaire autour de nous, résulte de ça.
C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous le comprenez. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, alors, on termine les semi-conducteurs avec ça. On termine en beauté avec les semi-conducteurs. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à toute autre chose. Nous allons passer au magnétisme, c'est-à-dire aux propriétés magnétiques des substances. Comment les substances réagissent-elles à un champ magnétique? Comment fonctionnent les aimants? Voilà, c'est à ce genre de choses que nous allons nous attaquer et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.